Rue de Poissy, dans le 5e arrondissement de Paris, non loin du boulevard Saint-Germain, le collège des Bernardins, longtemps caché derrière de hauts murs et oublié du grand public, est réapparu au grand jour grâce à une restauration et une rénovation monumentale. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, le collège des Bernardins est un lieu de savoir qui contribue au rayonnement intellectuel et culturel de Paris. Les jeunes moines cisterciens y viennent de l'Europe entière étudier la philosophie et la théologie. À la Révolution, le bâtiment devient bien national. À partir de 1804, il devient propriété de la ville de Paris qui s'en sert de dépôt d'archives, puis de dépôt de sel, enfin de magasin d'huile. Entre 1845 et 1995, le bâtiment abrite une caserne de pompiers. Enfin, en 2001, sous l'impulsion du cardinal Lustiger, le diocèse de Paris rachète le collège des Bernardins, alors presque en ruine. Quelques mois plus tôt, le 17 novembre 2000, la Commission supérieure des monuments historiques donne son accord pour la restauration de ce monument prestigieux dans sa dimension et ses proportions d'origine. Cette décision implique deux grands changements. Le rehaussement de la toiture, car la charpente d'origine, alors fortement endommagée, fut remplacée en 1840 par une charpente rabattue, et la création de douves en pied de mur pour redonner à la façade toute son élévation. Le chantier s'annonce extrêmement contraint. L'emprise au sol disponible est très réduite. Le bâtiment est entouré de deux écoles et de la piscine pontoise inscrite aux monuments historiques. Il n'y a aucune marge côté ouest et le dégagement est très faible côté est. En outre, les défis techniques à relever sont considérables. Les sols d'assises sont déjà trop fortement sollicités pour supporter les charges existantes. Il faut donc renforcer les fondations pour accueillir des charges supplémentaires et prévenir de futurs tassements. Les voûtes du rez-de-chaussée, soutenues par des colonnes déjà surchargées et déformées, ne peuvent pas non plus soutenir de charges supplémentaires. Le plancher du premier étage ne pourra donc pas reposer sur ces voûtes. Enfin, la charpente doit être restaurée dans son volume d'origine et il faut inventer pour ce bâtiment enfoncé un système de traitement de l'air qui ne nécessite pas la création d'un exutoire notable. Cette restauration va être menée entre 2003 et 2004 par Hervé Baptiste, architecte en chef des monuments historiques. Parallèlement, des travaux d'aménagement sont conduits entre 2004 et 2008 par Jean-Michel Villemotte, permettant la réouverture du bâtiment au public. Les fouilles archéologiques menées avant et pendant les travaux ont permis de découvrir notamment la pierre tombale de Günther, un moine allemand décédé en 1306, désormais présente dans la sacristie du collège, ainsi qu'une statue du Christ en majesté datant de 1340-1350, qui devait figurer sur le portail de l'église, aujourd'hui démolie. Cette statue est maintenant exposée dans la grande nef du rez-de-chaussée. Afin de renforcer les fondations, 322 micropieux de fondation de 15 mètres de profondeur sont disposés sous le bâtiment. Le frottement latéral du pieu permet de transférer dans des sols plus profonds les charges supplémentaires d'un bâtiment qui repose sur un terrain déjà tassé. Les micropieux ne remplacent pas les fondations existantes qui continuent à jouer leur rôle. Ils les soulagent et surtout reprennent les charges nouvelles. Chaque colonne centrale est ainsi soutenue en sous-œuvre par deux micropieux verticaux scellés dans une barrette créée sous chaque pile. Les murs périmétriques du bâtiment sont eux aussi repris par une série de micropieux inclinés et scellés directement dans les maçonneries. Comme dans toute construction cistercienne, les colonnes qui portent les voûtes sont très élancées. 27 cm de diamètre pour une colonne de 3 mètres de hauteur, prolongée par une gerbe de 3 mètres. Certaines, sursollicitées et inclinées, sont comprimées de manière asymétrique. L'ensemble déjà fragilisé ne peut en aucun cas supporter de charges supplémentaires. La solution technique choisie a été de bloquer la voûte et les colonnes dans leur position. Pour ce faire, on place au-dessus des voûtes une grille de poutrelles métalliques disposée en quadrillage et ancrée dans les parois. Un tube de 17 cm de diamètre et d'1,70 m de longueur, prolongé par une aiguille de 8 cm de diamètre et d'1 mètre de longueur, a été introduit dans le rein de voûte et lie chacune des colonnes à la grille. L'ancienne voûte et la grille métallique sont ensuite noyées dans du béton léger. Par ce système, si l'une des colonnes devait s'incliner, la grille horizontale de maintien serait sollicitée par l'intermédiaire des aiguilles et s'opposerait au mouvement.
Malgré la consolidation des voûtes, aucune nouvelle charge ne peut reposer sur les colonnes du rez-de-chaussée. Impossible donc de faire reposer le plancher du premier étage sur ces voûtes. La solution technique qui s'impose est donc de suspendre le plancher du premier étage à celui du deuxième par un système de suspente. La charge est ainsi supportée par la charpente et par la structure du bâtiment. On a maintenu un espace de 5 cm entre le plancher et la voûte consolidée du rez-de-chaussée. La restitution de la toiture était le principal objectif de la restauration du bâtiment. Il est peu pertinent de chercher à reconstituer la charpente en bois dans sa structure médiévale. En effet, étant donné son volume, celle-ci aurait nécessité des quantités trop importantes de bois. De plus, une telle charpente n'aurait pas permis de dégager pour les combles l'espace dont l'usage moderne du bâtiment a besoin. Le choix des architectes se porte donc sur une nouvelle structure, une charpente en métal, avec des pièces de type alvéolaire qui réduisent le poids de la structure et permettent le passage de gaines techniques. Au moment des travaux, on commence par enlever le reste des poutres en bois de la charpente d'origine, aujourd'hui conservée et exposée dans le grand auditorium. Des poutres métalliques de 15 mètres de long sont fixées dans les murs périphériques, sur lesquels repose la toiture. Un prisme droit à base triangulaire recouvert de 110 000 tuiles de 6 nuances différentes. Les travaux de restauration ont été suivis par des travaux d'aménagement intérieur conduits par Jean-Michel Villemotte. Avec des formes simples et des matériaux nobles, l'architecte a cherché une traduction contemporaine de la sobriété cistercienne. Le cellier, dégagé pour la première fois depuis le Moyen Âge, accueille aujourd'hui des salles de cours, de lecture et de séminaires. Le rez-de-chaussée abrite les grandes manifestations, les concerts et les expositions. La sacristie est un espace réservé aux expositions d'art contemporain. Au premier étage, autrefois dortoir des moines, se trouvent aujourd'hui les bureaux et les salles de réunion. Enfin, au deuxième et dernier étage, sous le toit du collège, ont été aménagés 2 auditoriums. 7 siècles et demi après sa fondation et après 5 années de réhabilitation, le collège des Bernardins a renoué avec son prestige et sa vocation d'origine. Être un lieu de connaissance et de foi au cœur de la cité.